Notre temps d'attention est vraiment a drastiquement chuté. On est un peu dans l'ère du scroll et on nous habitue à être directement pris par une musique et il faut que ça soit efficace dès les premières secondes. Salut à tous, salut Popsley. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Je suis ravi d'être ici. Trop bien, merci beaucoup d'être avec nous. Donc tu t'appelles Popsley, tu as 126 000 abonnés YouTube, 126 000 abonnés sur YouTube, et tu es présent sur tous les réseaux. Oui, les réseaux annexes, parce que bon, il faut quand même être partout maintenant, mais principalement sur YouTube, c'est vraiment mon bébé. Donc 126 000 abonnés, 177 vidéos hier quand j'ai regardé ta chaîne YouTube. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ton nom? Pop, on comprend. Slay, je comprends. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Okay. Est-ce que tu peux expliquer ton nom? Oui, alors je m'appelle Guillaume, mais j'avais envie d'avoir un nom qui soit facile à retenir pour ma chaîne YouTube qui traite de la musique pop, et je voulais aussi que lorsqu'on prononce le nom, on puisse comprendre de quoi il va s'agir. Et que ça fasse aussi écho à ce que je propose comme contenu. Et donc j'ai fait tout simplement une contraction de 2 mots, pop, parce que ça parle de pop, et je voulais absolument que ce soit dans le nom de la chaîne. Et Slay, c'est un peu un slang, c'est quelque chose qui est très présent dans le monde des drag queens, qui veut dire c'est génial, ça déchire, j'adore ta veste, Slay, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas, comment tu définirais ton contenu? Eh bien, je dirais que l'objectif principal de la chaîne, c'est de montrer que la musique pop et la pop culture a plus de relief qu'on ne le pense. Parce que c'est vrai que c'est souvent associé à quelque chose de mainstream, de très commercial. Et on pense souvent que la musique pop, voilà, c'est de la merde, de la soupe. Et moi, j'ai justement envie de renverser ça et de montrer que justement, il y a toute une histoire qui est hyper intéressante, qu'elle peut faire aussi passer des messages. Et je fais ça à travers beaucoup de décryptage. Ces clips ont coûté une fortune. Alors saviez-vous que l'un des clips français les plus chers de l'histoire de la musique était signé Mylène Farmer? Ou bien que le clip de Scream de Michael Jackson et Janet Jackson avait coûté plus de 10 millions de dollars. Retour sur 10 clips cultes qui figurent parmi les plus chers de l'histoire de la pop. C'est parti. Je pense que le cœur de ma chaîne, c'est vraiment le décryptage de clips, de musique, de parcours d'artistes et aussi des interviews avec des artistes français. Tu fais beaucoup de formats différents sur ta chaîne, tu l'as dit. Oui. Donc des pizza dates avec des artistes ultra stylés. Des vidéos aussi où tu parles de musique pop actuelle et passée. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de vidéos où tu as été vraiment fier du résultat final, où tu t'es dit là, c'est exactement ça, le type de vidéo que je veux publier? Alors, ce qui est intéressant avec YouTube, c'est parfois, quand on crée une vidéo, on se dit « Ah, celle-là, ça va cartonner, ça va être génial ». Et parfois, on a des petites surprises. Mais celle où j'ai pris le plus de plaisir et qui a en tout cas eu le plus de sens pour moi, c'est celle où je parle du côté sombre de certaines chansons qui, comme ça, peuvent paraître hyper joyeuses, mais qui ont une histoire un peu plus délicate, des paroles qui révèle quelque chose de beaucoup plus sombre. Par exemple, j'avais parlé de Relax de Mika, donc qui dit relax, relaxe-toi, tout va bien se passer. Il se revoit en fait lors des attentats de Londres en 2005 et il se rendait justement au studio pour boucler son album et en fait il y a eu ce qui s'est passé. Et il se remémorait en fait une phrase que lui disait souvent, je crois que c'était un ami de sa sœur quand il avait été la voir en Chine, qui lui disait toujours mais relax, qu'il disait ça va bien se passer. Et c'est parti de ça, et c'est pour ça il dit dans les paroles, alors j'ai un très mauvais accent, donc je vais éviter de les réciter, mais il fait référence justement au fait qu'il prenait le métro, qu'il y a eu beaucoup de bruit, il raconte toute cette histoire en fait. Et je le disais, Popsley c'est 126 000 abonnés sur YouTube, mais aussi beaucoup sur TikTok, tu es aussi présent sur tous les réseaux. Oui, sur TikTok et également et sur Insta. Il me semble que tu as travaillé en maison de disques. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à décrypter la pop culture? J'ai toujours eu envie de faire de la musique mon métier, mais je ne savais pas sous quelle forme. Et puis, je crois que j'ai eu un coup de cœur où je me suis dit que ça allait être vraiment ça mon parcours quand j'ai fait ma première expérience chez M6 Musique en programmation musicale. Et très vite, je suis parti chez Def Jam, un label qui n'existe plus aujourd'hui en tout cas. Programmation musicale, tu peux nous expliquer ce que c'est? Programmation musicale, en gros, c'est quand tu programmes des clips à la télévision. Okay. Donc, il y a des playlists qui sont faites en fonction de ce qui passe en radio pour que ça puisse plaire aux gens. Et après, j'ai fait de la promo TV et presse chez Def Jam, où j'accompagnais les artistes comme Caris, La Crime, sur des plateaux télé, mais aussi en interview, comme ce qu'on peut faire là pour la presse. Et donc c'était très branché rap, ce qui n'était pas forcément ma cam de base. Alors que maintenant si, fan de rap maintenant, oui, c'est ça. Non, finalement j'ai adoré cette expérience, c'est l'une des meilleures que j'ai eues. Et puis après j'ai bougé entre différents labels, principalement chez Sony où je m'occupais des artistes pop et je les accompagnais sur le digital cette fois.
Et donc l'objectif, c'était d'élaborer une stratégie digitale lorsqu'un album sort, lorsqu'un clip sort. Qu'est-ce qu'on fait en termes de contenu, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, avant de me lancer sur YouTube. La grosse actu du moment, c'est Universal qui retire la musique de ses artistes de TikTok. On a beaucoup parlé, c'était un peu partout aussi sur les réseaux. Donc ils disent qu'ils ont peur de l'IA notamment. Quels sont les risques, ou pas les risques d'ailleurs, ou les choses très positives qui peuvent sortir de l'IA? Il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a beaucoup d'avantages. Enfin, l'IA a été utilisée dans la musique depuis très longtemps. Notamment côté production, par exemple pour changer le pitch d'une musique ou changer la voix, ajuster justement la justesse, ou même sur les plateformes de streaming, par exemple quand on va sur notre Spotify, Deezer ou Apple Music et que des musiques nous sont proposées, c'est aussi un algorithme d'intelligence artificielle qui va se baser sur ce que toi tu aimes pour te proposer des chansons. Après, il y a ce qui se passe sur ce qu'en font les gens. Et là, ça peut poser un souci parce que, par exemple, sur TikTok, on va avoir beaucoup de versions IA, donc par exemple la voix de quelqu'un d'autre sur une chanson ou sur une instru d'un autre artiste. Et ça peut potentiellement poser un problème parce que les droits et les redevances liées à cette utilisation-là vont être un peu dilués et c'est pas forcément équitable pour les artistes. Donc ça peut être un frein, je dirais, ou plutôt quelque chose d'assez négatif en termes de redevances parce que ce n'est pas équitable. Et après, il y a aussi une question plus large qui, bon là, c'est un peu flou pour moi, mais par exemple, il y a 2 semaines, j'ai essayé sur ChatGPT je vais demander d'écrire une vidéo. Non, d'écrire une chanson. Je me suis dit, tiens, je vais tester, voir. Alors, t'as donné quoi? C'était pas mal. C'était pas mal. Enfin, je veux dire, tu avais quand même des rimes. Il te structure ça avec le couplet, le refrain, l'outro, tu as même un bridge. Et je me dis, alors, c'est ce que craignent certains producteurs, c'est qu'un jour, si tu dis à un système d'intelligence artificielle, pour moi, une production qui est digne je sais pas, de Slimane ou de Lady Gaga, et qui te pond quelque chose qui reprend un peu les mêmes codes que ce qu'ils font habituellement, se pose la question de l'héritage, se pose la question de l'utilité dans le futur de ces producteurs-là, tu vois. Donc c'est potentiellement une grosse perte d'argent pour eux aussi. Ouais. Et en termes artistiques, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que ça peut être un support ou est-ce que c'est plutôt un risque? Est-ce que c'est un peu des deux? Je pense que c'est un gain de temps incroyable. Après, moi, j'avoue, quand je vais sur TikTok, j'adore les versions IA, surtout quand c'est Todd qui reprend Paint the Todd Red, oui. Paint the Todd Red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous this way. I let all that gets in my head. I don't care, I'm Peter Tungway. Je trouve ça très drôle, évidemment, il y a des aspects très positifs. Après, ça dépend comment on se positionne en tant qu'artiste, producteur ou simple utilisateur. Mais je pense que c'est un gain de temps énorme. D'ailleurs, récemment, il y a, je crois que c'est les Beatles qui ont réussi, grâce à un système d'intelligence artificielle, à isoler la voix de John Lennon qui était présente sur une démo. Donc je pense qu'il y a des choses incroyables qu'on peut faire avec l'IA. Mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait et il ne faut pas que ce soit non plus trop abusé. Tu es signé aussi à ce rapport de force avec, entre les maisons de disques, TikTok et les artistes. Toi, comment tu vois tout ça? Est-ce que tu penses que c'est gagnant-gagnant? Ou alors que cet accord-là d'Universal qui part de TikTok, c'est perdant pour eux? Est-ce que... Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que l'un a besoin de l'autre. Après, dans le sens où TikTok a besoin d'Universal, parce que Universal, je crois que c'est 32% des parts de marché de l'industrie. C'est énorme, c'est un catalogue qui comprend Drake, Taylor Swift, des artistes vraiment A-list. Et TikTok a un modèle qui est basé sur la musique, ou du moins où la musique est au centre. Donc si tu retires tout un catalogue d'artistes aussi énorme, prédominant et énorme comme celui d'Universal, est-ce que l'application a le même intérêt? Je ne sais pas. En plus de ça, il y a aussi ce qui concerne les éditeurs, c'est-à-dire les personnes qui vont travailler sur une musique. Je te prends un exemple. Si par exemple demain, toi, Nasser, tu es signé chez Universal... Je suis déjà. Je prépare mon premier album, mon premier EP. Avec Alain, d'ailleurs. Du moins, si par exemple, tu es signé chez Columbia, Si tu es signé chez Columbia, chez Sony Music, mais que tout ce qui a trait à l'édition, donc les compositeurs qui ont fait ta musique sont chez Universal. Par exemple, moi, j'ai écrit les paroles de ta chanson. Étant donné que j'ai des parts dans ta chanson et que je suis signé en édition chez Universal, ta musique, t'as beau être signé chez Columbia en tant qu'artiste, tu pourras pas la diffuser sur TikTok. Donc ça devient un vrai casse-tête et ça devient compliqué. Et je pense que TikTok peut y perdre au change dans le sens où ils auront plus forcément la même matière qu'avant. Et pour Universal, pour le côté adverse, Universal a besoin de TikTok parce que forcément, leur force de frappe est indéniable. Et je pense que beaucoup d'artistes ont besoin de ça et surtout les artistes en développement. Pour un artiste, globalement, quel est l'intérêt d'avoir un titre viral sur TikTok? C'est vrai que comme tu l'as dit, il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui
qui ont déjà une carrière établie et dont un titre va exploser 10 ans plus tard sur TikTok, que ce soit Fleetwood Mac ou récemment Sophie Ellis Bextor. Que tu as interviewé. Que j'ai interviewé. Trop la classe. Trop la classe. Et ça va être aussi des artistes qui viennent de se lancer, qui vont être découverts comme ça. Côté français, par exemple, on a Nuit Incolore qui a été, je crois, découvert par un DA via TikTok, parce qu'il faisait ses covers depuis sa chambre en Suisse. Et maintenant, c'est vrai que ça a été une rampe de visibilité énorme pour lui. Pierre Demar aussi, alors c'est vrai qu'il était déjà un peu établi sur la scène française, parce qu'il avait des cigales qui étaient déjà remplies à l'époque, mais c'est vrai que son ascension sur TikTok, ça a vraiment permis à l'artiste de se développer, et je pense que ça peut être un tremplin de folie. Et effectivement, plus tu as de visibilité sur TikTok, sur un titre, plus, je sais pas, tu as un challenge qui est lancé sur une musique et que ça marche, tu vas voir directement l'impact que ça va avoir sur les streams. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a certains labels qui vont orchestrer ces challenges. C'est-à-dire ils vont payer pour essayer d'avoir un challenge qui tourne, ils vont essayer d'initier ça d'eux-mêmes. On l'a déjà fait, ouais. Ah ouais Tu peux un peu nous parler de ça? Ouais, mais en fait, on a toujours l'impression que c'est systématique et que ça marche forcément, mais tu as beau mettre des sommes incroyables dans d'éventuelles mises en avant de chansons pour en créer un challenge. C'est pas systématique. Pas naturel, c'est pas organique, donc les gens voient que c'est pas naturel. Je pense que les challenges qui sont efficaces et qui fonctionnent, c'est ceux qui sont faits de manière organique, comme tu dis, qui ont du sens. Et, qui viennent des gens, quoi. Oui, voilà. Et à trop vouloir orchestrer, finalement, c'est pas forcément une stratégie qui est payante au bout du compte. Et ça peut marcher. TikTok, c'est aussi les versions sped up, accélérées. Moi, à mon époque, on appelait ça les versions Nightcore. On en parle souvent avec Alain. On appelle ça Nightcore. Moi, j'écoute tout le temps les versions Nightcore. Dans les années 2000, avec les trucs un peu techno. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce retour à la mode? Enfin, c'est pas une mode en soi, ça a toujours été présent, mais de cet essor des versions accélérées sur TikTok. C'est vrai qu'on voit ça depuis, c'est assez récent, je crois que ça fait peut-être 2 ans qu'on voit ça de plus en plus. Il y a même je crois le hashtag Speed Up Version, c'est des milliards de vues. Moi, j'ai envie de te dire que alors, je suis pas un Donc ça, c'est les versions accélérées des chansons. Hein, juste oui, les versions accélérées des chansons, elles sont publiées telles quelles sur les plateformes, et en fait sur TikTok, ensuite, ils les accélèrent. Exactement. Et je suis pas un très grand consommateur personnellement, c'est purement personnel de ces chansons-là. Je suis déçu. Mais en vrai, je peux concevoir que ça puisse plaire aux gens, parce que plus la musique est accélérée, elle prend un peu une autre dimension, c'est soit un peu plus marrant, c'est un peu plus dansant aussi, parce que sur TikTok, il y a beaucoup de challenges de danse, et forcément, plus le BPM de la musique est rapide, plus le rythme de la musique est rapide, et plus c'est entraînant, quoi. Exactement. Et puis, ce dont j'ai l'impression aussi, c'est qu'avec TikTok, et même plus globalement dans l'ère du streaming, notre temps d'attention est vraiment a drastiquement chuté. On est un peu dans l'ère du scroll, et on nous habitue à être directement pris par une musique, et il faut que ça soit efficace dès les premières secondes. Donc plus ta musique est rapide, plus tu as d'éléments à mettre en place, plus tu as de matière dès les premières secondes. Donc je pense que ça joue aussi. Avant de continuer, juste quelques petites questions rapides. Sur tes top flops ou coups de cœur de l'année, là, du début d'année 2024, je sais que tu écoutes beaucoup Houdini de Dua Lipa. Oui. Nous aussi, dans l'équipe, on écoute beaucoup Houdini de Dua Lipa. Pour toi, c'est quoi le top du début de l'année 2024 en termes de pop, en termes de pop musique? C'est quoi vraiment ton coup de cœur, ta surprise du début d'année 2024? Alors, je dirais la performance de Miley Cyrus au Grammys, justement. J'ai adoré. Non, mais j'adore, parce qu'elle est sur scène, il y a quoi? Il y a un micro, son charisme, et that's it, quoi. Et donc elle a changé aussi un peu les paroles pour dire qu'elle avait gagné son premier Grammy, et j'ai trouvé ce moment absolument magique. Alors, je voulais te parler aussi de Doja Cat. Elle met en ligne les versions Sped Up en même temps, c'est-à-dire que Paint the Town Red a été publié en même temps que la version Sped Up, Slow Down. Tout a été publié en même temps par le label. Donc ils ont un peu devancé les versions Sped Up qui peuvent être faites par les utilisateurs. Comment toi tu analyses ce move des maisons de disques? Je pense effectivement qu'il y a une notion d'argent qui rentre en compte, puisque si la version est publiée et éditée et que tu l'utilises sur TikTok, tu reçois des royalties qui émanent de cette utilisation-là. Donc moi, je trouve que c'est un bon move. Enfin, je ne peux pas dire le contraire. Donc il s'adapte tout simplement à ça. Et puis il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi réécouter le track en version sped up. Est-ce que tu as des exemples d'artistes dont la carrière est née sur TikTok et qui ont réussi à faire une vraie carrière, enfin, en tout cas récemment dans les dernières années? Peut-être Doja Cat a vraiment émergé grâce aux tendances TikTok. Oui, je pense à Doja Cat, Olivia Rodrigo, Lil Nas X et CK.
Donc lui était déjà très établi au Nigeria. Et il a publié donc une vidéo qui a été reprise par de nombreux utilisateurs. Je crois que c'est plus de 3 millions d'utilisateurs qui ont repris son titre Love Now Entity. Et c'est devenu un tube énorme dans le monde. Il a repris cette chanson-là en acoustique et c'est devenu le titre afro le plus certifié de l'histoire. Donc ça peut créer des choses incroyables. Et même côté français, on parlait de Pierre Demar et de Nuit Incolore, qui ont connu un gros coup de boost grâce à TikTok. Et ils sont nommés aujourd'hui aux victoires. Donc, ça crée des carrières, quoi. Ça peut créer des carrières. Ça peut en tout cas les booster. Enfin, on voit aussi que les chansons globalement sont plus courtes qu'avant. Oui. On voit beaucoup de chansons de 2 minutes 20, 2 minutes 30. On voit que des couplets disparaissent, que c'est beaucoup plus court. Est-ce que c'est des contraintes de maison de disques ou est-ce que c'est les artistes qui se mettent eux-mêmes la pression de faire un titre court pour les réseaux, pour TikTok et en même temps pour le stream? C'est un peu un mélange de tout, je pense. Comme on disait tout à l'heure, on est un peu dans l'ère du scroll et on passe vite à autre chose et on a besoin d'être captivé dès les premières secondes. Un stream, c'est 30 secondes. Enfin, pour être comptabilisé en tant qu'un stream, il faut 30 secondes. Donc si pendant les 30 premières secondes, on s'emmerde et qu'il se passe rien, bah forcément, on passe à autre chose et la chanson, tu la réécoutes pas. Alors que si tu es déjà efficace dès la première seconde, ça va être comptabilisé comme un stream. Et puis aussi, plus une chanson est courte, plus on est à même de la réécouter. C'est ce qu'on appelle la replay value. Et donc, ça génère plus de streams et t'as plus, t'as plus de chances d'être incorporé dans une playlist, par exemple. Et je crois que d'ailleurs, on parlait des Grammys, mais il me semble que c'est quelque chose comme 25 chansons sur 144 nommées qui font moins de 3 minutes, ce qui est assez fou. Il y a quand même une autre tendance que j'ai l'impression qui se dessine. Il y a beaucoup d'artistes maintenant qui proposent aussi des versions extended. On l'a eu le cas avec Ariana et aussi avec Dua Lipa. Que tu écoutes en boucle, du coup, Dua Lipa, on le voit sur Instagram, tu dis que... Donc j'espère que c'est quelque chose qui va être cultivé davantage, parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a plusieurs phases et que... Ouais, je sais pas, je préfère. Bah, après, c'est mon côté boomer, peut-être. Non. Et est-ce qu'on peut dire avec qui tu vas faire les prochains pizza dates? Ça sort pas tout de suite la vidéo. Hein. Grosse exclu. On peut pas dire. Si, on peut dire. Je croise les doigts. Mais donc les prochains pizza dates seront avec Mika et Weshden. C'est la classe quand même. En tout cas, merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur tous les réseaux sociaux de ces coins-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez aussi. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais plus laquelle je regarde. Mais en tout cas, on se retrouve sur les réseaux. Merci à tous. Et puis merci encore Guillaume. Merci à toi. Salut. Ciao. Salut.